Nicolas de me faire l'amitié de venir à cette séance. Bravo. Parce qu'on a échangé depuis 2 semaines pour essayer de caler ce rendez-vous au milieu de son planning et de la sortie. Donc vraiment, je suis très 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 content que tu sois là. Tu avais revu le film ou pas? Je sais qu'il y a eu un événement au PIF il y a 2 ans. PIF, il y a 2 ans, ouais. Il y avait une rencontre aussi. En fait, là, c'est parce que c'était plus pour pousser le film d'après que je vous invite vraiment. Ah, ben bien sûr, mais. Parce qu'il m'a dit ça serait sympa de faire un programme. Et en fait, non, mais ça me tient à cœur parce que depuis le début que je prépare cette sortie-là, avec le film de Peter Yates, Robbery, je pars de rien parce que les gens ne le connaissent pas du tout. Ouais. Mais par contre, ce genre de film de cambriolage, on en a vu plus ou moins tous, et puis le cinéma depuis les années 60, il y a toute une série, que ce soit très polar, ou décalé, ou côté un peu plus comique, ou iconique. Enfin voilà, par exemple, le Robbery que vous allez découvrir, j'espère, tout à l'heure, finit là où commence le cerveau de Gérard Houry. Ça a tout et rien à voir, mais en fait, dans les 2 cas, il se passe quelque chose autour de voilà, ces histoires très codifiées de cambriolage. Donc voilà, j'avais vu le film à la sortie, là je le revois, j'avais oublié à quel point il était noir. Mais Robbery aussi a un côté un peu noir. On ne va pas en parler parce que vous ne l'avez pas vu. Mais moi, en fait, parce que c'est ton 3e film. Les 2 premiers étaient vraiment pas dans le cinéma de genre. Enfin, Va mourir et le plaisir. Mais après, bon. C'est qu'est-ce que le cinéma de genre? Voilà, non mais. Tout est genre. Mais en fait, ma première question, c'est quoi le point de départ qui te lance sur cette idée-là? Alors, le point de départ, tout premier. Je l'ai dit là. Le point de départ, c'est un dîner avec Andrzej Zulawski. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce cinéaste qui a fait Possession, L'importance d'aimer, entre autres, pour parler de le meilleur, en fait, et qui est un cinéaste polonais auprès duquel j'ai fait mes classes, en fait. Quand j'étais jeune journaliste, je l'avais rencontré très jeune, à 22 ans, on avait pas mal accroché, et j'étais devenu une sorte d'assistant personnel de Zulawski pendant quelques années, et il m'a appris le métier, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un sensei, j'appelle ça comme on dit dans les arts martiaux. J'ai un ami qui aime beaucoup la culture japonaise. Voilà, quand on refuse des ans, comme ça, il a appris pas mal de choses. Et puis après, comme toujours dans ce genre de relation, il s'était bien que moi je prenne mes distances pour faire mon premier film, mon second et tout ça. Et le second film avait été un désastre, public et critique, avait vraiment été un massacre. Et j'étais assez mal en point. Et je dînais avec lui à ce moment-là. Lui aussi était pour des raisons plus privées très mal en point. Donc c'était un peu de bras cassés qui dînaient ensemble. Et il me parle, et il me dit, mais tu sais, j'ai vu ton second film, et en fait, ton second film, tu t'es fait plaisir, tu t'es fait pour un artiste, mais ça va pas du tout, t'es pas fait pour faire ça. T'es fait pour faire des polars. J'étais journaliste dans un magazine qui s'appelait Starfix, on défendait ça tout à l'heure, genre de films de genre. Et il me dit, je sais pas, tu devrais faire un film. Puis il était un peu médium, Zulawski. Puis il me voyait que j'étais très, 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 très en colère aussi de tout ça. Et il me dit, mais tu devrais faire un film qui s'appelle Le Convoyeur, me dit-il. Et ce serait l'histoire d'un arabe fauché qui vient d'avoir un bébé et qui rentre chez des convoyeurs et qui fait un casse et qui tue tout le monde. Il me sort ça comme ça, donc. Oui, enfin voilà. En fait, il me traduisait la colère, il m'a toujours vu plus arabe que je me suis. Il me renvoyait un peu ce qu'il ressentait, il me connaissait par cœur. Hein. Et je suis rentré chez moi, je trouvais le pitch qui me racontait pas terrible, mais le convoyeur, ça me travaillait. Je me suis dit que c'est quand même un beau titre. Et les convoyeurs de fond, il a raison, c'est un beau thème. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser en me disant non, mais prendre un type fauché qui fait un casse, c'est vraiment le truc de base que tout le monde va s'imaginer si on fait un film sur les convoyeurs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs après dans les feux d'hiver. Et j'ai commencé à réfléchir à tiens, mais alors j'ai commencé à me renseigner sur ce milieu. J'ai découvert, moi je pensais que c'était des gens qui étaient super armés, c'était une espèce d'aristocratie je sais pas comment dire, des gens qui avaient des flingues, qui étaient au-dessus des flics et tout ça, parce qu'il y a des compagnies privées qui transportent l'argent. Et puis j'ai découvert que c'était un loupon de prolétariat, très mal payé. Donc à partir de là, il y a un milieu qui a commencé à se définir, qui était très cinéma. Et du coup, je me suis dit, c'est plus intéressant de prendre un type qui ne serait pas de ce milieu-là, qui viendrait de sorte de cadre supérieur, qui viendrait là, mais pourquoi? Et puis voilà, puis peu à peu, j'ai fabriqué mon récit. C'est vraiment parti d'une impulsion d'Andrzej Zulawski. Ouais, je le raconte volontiers, c'est pour ça qu'il a remercié au générique et tout ça. D'accord. Voilà. Et Zulawski, que vous avez beaucoup soutenu à l'époque, il y a des très beaux papiers et des belles couvertures en Starfix. Ouais. Et après, alors, l'autre petit point commun, mais par rapport à Robbery, c'est aussi les gueules, parce que là, on a des gueules du cinéma français qu'on aime bien. Voilà, du Jardin qui est le méchant, voilà,
on l'apprend à Ah, la fin, au début, mais Dujardin, qui c'est était bien jeune, qui avait encore des cheveux. En fait, c'est compliqué Dujardin parce que entre le moment où je l'ai casté et le moment où le film est sorti, il a explosé au box-office grâce à un film qui s'appelait Mariage, je crois. Et ce qui fait que tout le monde devinait que c'était le prêtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens voient le film, ils devinent que c'est le prêtre, que c'est Dujardin. Mais à l'époque, c'était juste le gars qui faisait un gars et une fille, donc c'était pas. Et ça, c'est biaisé aujourd'hui. S'il y a Dujardin, forcément, il a des rôles importants. Et alors que j'avais essayé de mieux brouiller les cartes, donc ça, c'est grillé maintenant sur le film. Voilà. Mais oui, c'est vrai, c'était son premier rôle important et sérieux en fait. Et par rapport à ce troisième film qui est, bon, j'ai envie de dire quand même très différent parce que par rapport aux deux premiers, est-ce que tu avais, bon, il y a derrière une production qui est Squad, Cher Grand-Pierre, tu as pu aller jusqu'au bout de tous tes désirs. Enfin, il y a beaucoup oui, parce que de toute façon le film était produit, il n'y avait pas d'argent public. D'accord. Il n'y avait pas l'avance sur recette, il y avait sur quoi je suis habitué aujourd'hui. Il n'y avait pas France 2, France 3, tout ça, etc. Il n'y avait que Canal+, et Canal+, c'était très demandeur, encore aujourd'hui d'ailleurs, de cinéma de genre, donc j'avais aucune limite sur la violence. Mais par exemple, je ne parle pas uniquement de violence, mais par rapport au casting, aux moyens de production, au casting, aux effets. Il fallait quand même une tête d'affiche, on va dire, mais moi j'ai écrit le film pour Dupontel. D'accord. C'était évident pour moi que c'était lui, et j'ai écrit le film pour Dujardin aussi. Et Dujardin, c'était plus compliqué parce que personne n'en voulait, ni les financiers, ni le producteur, personne n'en voulait. Donc j'ai dû slalomer un peu entre des propositions qui m'étaient faites, des rencontres que j'ai dû faire. J'ai dû slalomer, mais ça j'avais pris ça avec Zulawski justement. C'est comment faire semblant de vouloir un acteur et puis se débrouiller pour qu'il dise non. Donc au bout d'un moment, le combat, c'est sa faute de combattant. Il y a plein d'acteurs qui ont dit non pour ce rôle-là. Et puis du coup, j'ai pu aller voir Dujardin parce qu'il n'y avait plus personne. Et Dujardin, qui à l'époque avait super envie de passer au cinéma, je l'ai appelé le lundi, je l'ai vu mardi, le mercredi, il a dit oui. Quoi. Et la différence, en fait, j'avais rusé le truc, c'est que c'est comme ça que d'ailleurs, quand j'ai dit à Dujardin, en fait, je voulais que ce soit toi qui joues ce rôle, parce que je pense que tu es très yin par rapport à Dupontel qui est très yang, je ne sais pas si je suis clair, et pour faire un couple au cinéma, il faut que tu joues avec ces notions-là. Et je lui ai dit, ben, je vais te dire un truc que je n'ai pas dit à tous les autres postulants. Il y a prescription, les postulants, ça a été Gilbert Béqui, qui à l'époque avait beaucoup la côte, c'était Vincent Lindon, ça avait été Daroussin, tu viens de tourner, c'est ça avec qui je viens de tourner, donc il n'y a pas eu longtemps plus tard. Bref, il y a eu Daroussin, il y avait eu, je sais plus, j'ai oublié, mais j'ai dit à Dujardin, je vais te dire le truc que j'ai pas dit aux autres, c'est lui le traître. Parce qu'en fait, le rôle était écrit en creux, forcément, dans le scénario. En fait, quand on relit le scénario, bon, il parle d'argent tout le temps, mais c'est un mec sympa, machin et tout ça. Donc, en fait, les acteurs le lisaient en se disant, ouais, bon, en fait, je sers la soupe à Dupontel, je sers la soupe à Dupontel, puis à la fin, ils disaient, bah ouais, bah, c'est le traître, ah oui, d'accord. Mais ils ne repensaient pas tout le film. Dujardin, il a lu le film en voyant que dans chaque scène, il y avait un truc à jouer, parce que c'était le traître. Donc, forcément, ça l'a emballé, quoi. Donc, attends, pour bien comprendre, quand tu proposes quand je donnais le scénario aux autres, je disais, voilà, c'est pour faire le rôle de Jacques. D'accord. Et donc les autres acteurs, qui étaient des acteurs connus, déjà Lanvin, Melki à l'époque était au top, ils lisaient le rôle de Jacques, mais ils le trouvaient faible, forcément. Donc il n'y avait qu'un twist à la fin, mais c'était trop petit pour eux. Donc ils me disaient tous non. Et Dujardin, il a eu le rôle en sachant que c'était le traître, donc il a pu lire le côté piégé. Dès le départ, oui, dès le départ, quand il lisait le scénario, okay. il pouvait lire ce qu'il y avait à jouer d'intéressant, justement parce que c'était le traître. Est-ce qu'il y a déjà ce personnage de Nicole, Claude Perron? Ouais, ça vient. Si, c'était pas les femmes convoyées, mais on a fait pour mettre un peu là aussi un peu de yin là-dedans, quoi. Voilà. Ouais, j'ai des tas de questions, je ne sais pas si vous en avez aussi. Oui, bonjour Nicolas, je revois le film pour la 4e fois, c'est vraiment très bien. Ouais, mais on en avait déjà parlé il y a quelques années quand on s'était rencontrés à l'anniversaire de Starfix, et là je me faisais une joie de le revoir, et franchement j'étais dedans encore, franchement c'est vraiment très bien. J'avais une question à vous poser, justement pour rebondir sur ce que tu disais Marc, concernant le casting, parce que là c'est un casting vraiment, mais c'est fou, je veux dire. On a l'impression qu'ils sont tous... Enfin, ils sont tous dans le métier. Est-ce qu'il y a eu des répétitions? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Bon, la première, ils ont appris à conduire des fourgons. Les fourgons, c'est une aventure, en fait. Parce qu'il y avait 4 fourgons pour tout le cinéma français, en fait. Parce que c'est des armes de guerre. Donc, en fait, quand un fourgon part à la casse, il doit être débité. Enfin, c'est toute une histoire, quoi. Donc, depuis toujours, il y avait 4 vieux fourgons. Quand j'étais les voir, ils étaient dans une casse, moitié explosée. Ils avaient perdu depuis 3 ans. Et donc on a récupéré ces fourgons, qui sont des machins très lourds, polluants au possible, très durs à conduire, donc ils se sont tous entraînés à conduire les fourgons. Et puis il y avait un truc aussi, c'est que je me disais, quand il y a tous ces acteurs qui viennent d'horizons très différents, qui sont censés être ensemble, à travailler ensemble depuis des années, avoir une espèce de proximité pas possible. Et à l'époque, moi je pratiquais un karaté, qui est une branche du karaté qui existe beaucoup au Japon, c'est peu en Europe.
et qui est un karaté non compétitif. Parce que ça part du principe que le karaté où on se tue, où on contrôle. Donc si on contrôle, pourquoi se faire mal? Donc c'était un karaté que j'aimais bien en philosophie. Donc je pratiquais ça avec un sensei d'ailleurs, pour le coup, qui était assez puissant. Et je me suis dit, tiens, je vais tous les mettre au karaté, au dojo. J'irai pas, il n'y aura pas d'assistant, il n'y aura pas de making-of. Ils seront ensemble, à faire du karaté ensemble, à prendre des douches ensemble, parce qu'au Japon, enfin, comme c'était un maître qui était très très branché sur la culture japonaise, bah, après le karaté, on prend des douches, hein, parce qu'on ne part pas dans la rue comme ça. Et donc, ils ont fait une semaine de karaté tous ensemble. Et donc, ils ont appris à se manipuler, à être en contact les uns avec les autres, à se trouver dans des vestiaires et tout ça. Donc, ça a créé entre eux une communauté incroyable. J'étais ravi. Au bout d'une semaine, je les ai retrouvés. Je voyais qui s'entendait bien avec qui. Ça m'a permis de placer les gens dans les vestiaires en fonction des affinités. Et ça a créé entre eux vraiment une osmose de faire ça, ce karaté très doux, comme ça, avec ce maître un peu space, avec sa femme japonaise. Ça a créé une ambiance particulière. Ensuite, il n'y avait aucun témoin. Donc, ils ont pu, peu à peu... se découvrir, voilà, ça c'est une déformation. Après, ils ont appris à tirer un petit peu, comme normal. Enfin voilà quoi. Et il y a eu des répétitions au niveau du jeu? Non, de ça. Non, j'en fais jamais moins de ça. C'est comme ça reste un peu vivant, quoi. Quand les gens se rencontrent, quoi. C'est écrit vraiment pour chaque acteur. Gilles Gaston Dreyfus, je le connaissais pas, mais je l'avais repéré dans la bande avec Warbert. J'ai adoré ça. Son côté Polanskien, j'appelle. Il a une espèce de côté baroque, un peu. Il pourrait être dans des Polanski. Donc lui, je l'avais casté là. Claude Perron, ben, je l'avais adoré dans les films du Dupontel. Julien Boisselier, je l'avais rencontré pour un autre film qui ne s'était pas fait avant. Et La Belette. La Belette, il devait jouer un espèce de lover. Et puis il avait accepté de se raser pour mettre une moumoute. Je me suis dit, bon, lui, c'est bon, c'est un bon acteur, parce que les acteurs français ne sont pas comme les Italiens, ils sont souvent un peu fiers. Donc Boisselier, je le connaissais de là. Le petit celui qui joue Samy, enfin celui qui le jeune beurre qui travaille pour la Brinks, lui, c'était un jeune acteur que je connaissais d'une bande qui traînait avec Kassovitz. Enfin tous je les connais. Enfin c'est vraiment écrit pour chacun d'entre eux. J'ai pas fait de casting en fait. Et le formidable Philippe Odenbach. Et le formidable Philippe Odenbach, merveilleux que j'avais vu. Et qui est le neveu de Pierre Freinet. Voilà, absolument. Le petit neveu de Pierre Freinet. Et ils ensemble. Mais ce qui est incroyable, là vous parlez de karaté, moi j'en ai fait un peu, mais j'en reviens en mon accident de moto. En fait, le karaté que vous avez pratiqué, c'est le karaté un peu qu'on appelle nous karaté chorégraphique, que ce soit la Shotokan ou Edoryu. Il n'y a jamais de combat, on ne combat jamais personne. Voilà, on fait que des gestes comme dans le karaté kid. On fait très peu de bleu en fait, puisque voilà, ce qui est logique, hein, parce que le karaté, le jour où j'ai découvert ce karaté, parce que j'étais pas trop karaté, moi a priori, j'étais plus kung fu, puis le jour où j'ai découvert ça, je me dis voilà la logique du truc, parce que sinon on se tue. Donc le contrôle est débile, le full contact est débile en soi. Et j'ai trouvé cette philosophie plutôt intéressante. Et Dupontel, vous avez dû vous faire plaisir parce que ce mec, il est incroyable. Il est athlétique. Moi, je me souviens qu'on avait. Et j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu le générique. J'ai pensé à Jean-Louis Hérola. On était copains et Jean-Louis, il est mort, comme vous savez, à 200 à l'heure contre sa grange, puisqu'il a perdu son fils. C'est un cascadeur, Jean-Louis Hérola. Un des plus grands que j'ai vu sur le tournage il y a 25 ans. Et les Julienne, Michel Julienne, et puis les Guégan. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi, j'ai vu Sylvie Dallary, Jacques Herry, des copains à moi figurants. Il est de quelle année ce film? Il y a 20 ans? Il est de 2000, ils ont dit à 20 ans jour pour jour. 2003. D'ailleurs, franchement, je suis venu là par amitié, mais c'est sans doute le dernier débat, parce qu'à un moment, il faut lâcher les films, il ne faut pas être toujours vers l'arrière. Moi, j'avais jamais vu le dernier débat que je ferai pour le film. C'est vraiment pour pousser. Non, mais en fait, sinon, je ne fais plus de débat, parce que sinon, on passe son temps à ressasser les trucs. Donc, non, mais ça fait plaisir, mais en plus, il y a plein d'anniversaires. Donc 2003, donc en 2002, sur les 40 ans de Star. Donc, quelle a été votre référence? Une question à brut pour point. Alors vous allez peut-être parler du film de Suman. Quelle est la grosse référence de films américains qui vous ont donné envie de faire ce film qui est magnifique, vraiment? Alors franchement, j'avais pas une référence précise. À l'époque, je travaillais comme ça, donc je le fais plus, je faisais des triangulaires. Et je me disais, bon, je vais pas piquer un film en seul, je prends l'énergie de certains films. Et j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois, comme ça, de façon complètement intuitive. Et puis, je rentre là-dedans, en fait. Ma triangulaire, qui va... Bon, j'ai essayé de les prendre très loin quand même. Parce que je déteste, je pique pas des plans jamais, je fais jamais ça, je pique jamais des séquences, je préfère rater un plan. Si j'ai un plan en tête, puis j'ai il vient de là, je le fais pas. Parce que ça je sais pas, je trouve ça pas intéressant. Et là, la triangulaire, c'était la belle équipe du Duvivier, bon, et pour le côté prolétarien, machin, et là, c'était l'homme des hautes plaines de Eastwood. Pour le personnage qui est mort, parce qu'en fait, dans mon idée, le personnage du Dupontel est mort. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais manger, jamais faire de choses normales.
Non, c'était mon idée, c'était que voilà, c'est qu'il peut être mort en tout cas, et en tout cas il est mort dans sa tête au moins. Son fils est mort, c'est sûr. Voilà, et la deuxième balle elle est peut-être pour lui, parce qu'il a sa cicatrice. Donc c'était l'homme des hautes plaines, parce qu'il y a ce film d'Eastwood qui est un western avec un type qui vient se venger, où il y a la fameuse fin en VF, où ils disent mais c'est son frère, mais en fait la version originale, on sait qu'il est mort, enfin on devine qu'il est mort. Et le troisième c'était Terminator, mais juste pour l'énergie noire, en fait, voilà. La fusion. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais très mal en point, pour dire la vérité. Mon second film s'était vraiment planté, puis je m'étais fait bien déchiqueter. Et comme je travaillais en plus à Canal+ à l'époque, je faisais brassais pas mal pour le Cinoche, j'avais eu un espèce de procès dans la presse en usurpation, en fait. J'étais pas censé être... Voilà, pour les gens, je tournais parce que j'étais un usurpateur. Pas légitime. Et j'avais profité de mes réseaux, ce qui n'était pas si vrai, en plus, c'est ça qui est horrible, mais bon, ça c'est notre histoire, pour tourner des films. Donc j'étais dans la situation, et ça arrive souvent, ça arrive de temps en temps dans une carrière, quand on n'a pas un immense succès qui vous porte pour 10-15 ans, il faut faire des films qui mettent tout le monde d'accord. Bon, je disais, il faut que je fasse un film qui mette tout le monde d'accord. Ben ouais. En disant, on n'a pas le choix, parce que sinon, je m'en sors pas, je ne vais pas tourner, je vais faire du film. Donc je vais être mis dans cette logique de faire un film qui mette tout le monde d'accord. Même les gens qui l'aiment pas ne pourront pas dire c'est nul. Ils diront, j'aime pas, c'est trop violent, trop ceci, trop cela, mais quand même, voilà. Donc j'étais dans cette position-là, sinon j'étais foutu. Et quand tu fais la confession, alors, c'est pour quoi? C'est pour mettre... Ça, c'est pour mettre... ouf, une longue histoire. C'est un film plus récent qui est une nouvelle version. C'est pour mettre personne d'accord. De Léon Morin, c'est pour mettre personne d'accord. La confession, c'est quand j'ai vu le film de Melville, je me suis dit, ce film est très beau, mais il y a quelque chose qui ne m'allait pas dans le film de Melville, c'est que je trouve qu'Emmanuel Reda n'est pas sexy. Et donc je trouvais que les enjeux n'étaient pas... les enjeux n'étaient que... C'est en voyant ce film que je me suis demandé, d'ailleurs, si Melville n'était pas homosexuel, mais en tout cas, s'il n'avait pas une grande fantasmatique homosexuelle. En fait, c'est parce que je pensais à Melville aussi quand on parlait de... Non, mais parce que l'érotisme chez Melville est toujours au masculin, en fait. Ah. C'est toujours des danseuses de cabaret, ou sinon, c'est les... Donc, en tout cas, il y a une très très forte... un très très fort homoérotisme. Donc, bref, donc, sur la confession, je vous raconte tout, c'est un remake de ça. Je m'étais dit, si la fille qui joue le rôle que joue Emmanuel Riva est plus désirable, ça fait vraiment un double enjeu. Et j'ai lu le bouquin de Béatrix Beck, et je me suis dit, ah bah tiens, je peux tout à fait repartir du bouquin, et puis oublier le Melville, on n'a pas acheté le droit, voilà. Donc c'était parti de là. Et pendant 20 ans, chaque fois que des producteurs me disaient, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais bien faire un médium à prêtre. Ah bon, tu veux faire ça, toi? Et surtout après le convoyeur, et donc ça marchait pas. Et puis un jour, je tombais sur un jeune producteur qui créait sa boîte, qui est un jeune producteur très catholique. Tu m'as proposé un polar sans intérêt, j'ai dit, ben moi j'aurais bien fait l'amour à prêtre. Ah bon, je ne connais pas. Puis il l'a lu, il a dit, j'adore, je veux le faire. Puis c'est un tout petit producteur, donc après je me suis dit, voilà. Donc, je ne voulais pas mettre personne d'accord. Je voulais juste... Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, avec tes techniciens, quand on parlait de référence, par exemple, c'est pas... Vous ne voyez pas des films ensemble, où il n'y a pas comme maintenant des cahiers des notes d'attention et tout ça, tu ne fais pas ça du tout. D'accord. Même encore maintenant. Non, mais c'est compliqué, mais en fait, tout dépend des budgets, en fait. Quand vous n'avez pas des gros budgets, ce qui est mon cas, parce que ça, c'est un film qui n'a pas coûté très cher, contrairement à d'autres qui se faisaient à l'époque, ou aujourd'hui, c'était vraiment un petit budget, puisque, encore une fois, on n'avait pas d'argent public. C'est toujours dur de montrer des choses aux gens qui sont forcément... soit ils vont essayer de les refaire, soit on n'aura pas les moyens de le faire. Je ne sais pas comment dire. Non, mais pour se mettre d'accord sur des envies ou des enjeux, ou je sais pas, des intentions, il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a différents types de cinéastes. Il y a des cinéastes qui sont plus dans cette attitude un peu postmoderne, ou qui vont se servir du passé pour enrichir le présent. Et moi, je trouve plus marrant et plus intéressant d'être... C'est une question de culture presque rock. J'ai une base de culture rock, et de dire, je me lance, on verra bien avec ces gens-là, on fera ce film-là. Mais en tout cas, on essaie de l'inventer au maximum. Alors des fois, après, je repense au film, ah oui, j'ai fait ce plan-là, il vient de là, mais ce n'était pas conscient. Et à propos... voilà. À propos de rock, pour les gens qui n'identifient pas Nicolas Babi, qui a fait plusieurs musiques de films de Nicolas, c'est un des bras droits de FFF. C'est important de le signaler. Même si maintenant, tu travailles beaucoup avec Rob, on est d'accord, qui est un grand musicien aussi des musiques de films. Je te remercie. Enfin, je sais pas. Ah si, vous avez encore des questions, avec plaisir. Bonsoir. Alors c'est vrai que le film commence à dater un peu, mais moi j'adore le convoyeur, donc encore bravo. Et alors, je peux poser des questions qui fâchent, mais est-ce que, je me permets quand même, qu'est-ce que vous avez pensé du remake, mais de la réadaptation récente? Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Sur Allociné, il y a encore une petite interview de toi où on me demande de réagir à ce C'est très sincère. Il faut raconter en fait, parce qu'on ne sait pas forcément. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que, non mais on m'aurait dit, c'est génial,
j'aurais été le voir comme j'aurais été voir n'importe quel film Ah oui, oui, américain qui est super, mais comme pas mal de gens m'ont dit ouais, je sais pas, c'est un peu chiant, ça dure 2h20, et puis faire un film quand même, c'est s'occuper d'une histoire pendant 3 ans. Donc déjà, moi, mes propres films, je ne les revois jamais, le Convoyeur, je ne l'ai jamais revu, ça y est, c'est derrière, c'est fait. Donc je vais aller voir 20 ans après la version visiblement boursouflée, un peu ratée. Alors j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça marrant parce qu'ils ont gardé des éléments graphiques, mais façon américaine, genre un pont et tout, donc je trouvais ça plutôt sympa de leur part. Hein, d'avoir une grande cantine, des grands vestiaires. C'est même pas le titre. Mais C'est un homme en colère. ah non, Colère, c'est un très bon titre d'ailleurs. Et l'affiche était magnifique d'ailleurs. Mais comme les studios ne vous préviennent pas, hein, quand il y a un remake, moi j'étais prévenu parce qu'il sortait, hein, on n'est pas tenu au courant. Pendant 20 ans, il était en développement. C'était une histoire incroyable. C'était un coup chez Joel Silver, après ça rebondissait, mais j'apprenais ça par vérité. Hein. Après, c'était Sandra Bullock, ils avaient féminisé le film. C'était Sandra Bullock, c'était le Mexicain qui a fait Troupe d'élite, qui a fait Robocop, qui devait le faire. J'étais ravi parce que Troupe d'élite c'était quand même vachement bien en disant là. Mais en vérité, je voulais que ce film soit mauvais. Parce que le problème des remakes américains, c'est quand ils sont très bons, ils s'écrasent l'original. Mécaniquement. C'est rare. Oui, mais quand ça arrive, ça écrase l'original. True Lies écrase la totale. Désolé. C'est un cas exceptionnel. Parce que quand on voit 3 hommes à huer, c'est de la merde à côté de 3 hommes à couvain. Voilà, donc, Pourquoi donc Willy Siro je souhaitais confusément que ça se fasse. Dans le nom de l'histoire de la production française, avant qu'on retrouve le moindre argent, il faut faire les ch'tis. Et puis voilà, puis on me dit ça ne m'intéresse pas parce que repartir dans cette histoire. Pourquoi ils nous volent nos films? C'est pas normal ça, parce que nous on fait pas des remakes. Non, mais parce qu'ils ont une bonne $10. histoire. Ils sont toujours à la recherche des bonnes histoires, donc c'est une bonne histoire. Voilà. On essaie de faire ce qui marche. Mais voilà quoi. Pas toujours. Et c'est des prototypes à la fin. Donc voilà, donc je ne l'ai pas vu, mais c'est pas une pause, ça m'intéresse pas. Même à la télé, ça m'intéresse pas. C'est normal. C'est une vieille histoire quoi. Pardon. On aurait pu parler du corps du Dupontel en fait. Oh le cœur. Le corps d'une Pantel. Ouais. Ouais, ben, je crois qu'il s'est préparé un peu pour le film. Il savait qu'il avait des scènes à faire un peu physiques. Mais de toute façon, Albert est physique encore aujourd'hui. Hein. Tous ses films, il continue. Hein. Il est furieux. Il adore ça. Hein. Il adore ça. Hein. Et le côté mécanique en fait de l'action finale qui fait quand même assez penser à Taxi Driver, il est engoncé dans son gilet pare-balles et on le voit blessé, avancer mécaniquement avec le revolver, on pense au pouvoir. Hein. Ouais, alors ça, c'est pas conscient. Ouais. Et puis aussi, je pensais à... En fait, si, sur Taxi Driver, il y a un truc très drôle à raconter. C'est que quand Albert, le premier jour, on a commencé par la scène dans la forêt. Et donc la scène de fin, on a tourné la fin au début en fait, ce qui est toujours Vous avez groupé les deux attaques, j'imagine. voilà. Ah oui, voilà. Et donc on a fait la fin quand il vient, qu'il vient mourir au bord de la route. Et Albert avait son maquillage qu'on avait décidé ensemble, etc. Et puis il est arrivé après, et quand il était arrivé avec le maquillage au fin fond de la forêt, il avait un drôle de point là, comme ça, un truc je ne comprenais pas, c'est quoi, non mais ça me plaît, j'ai envie, c'est bon. Puis démaquiller, ça c'était un peu, on a trouvé vraiment le film dans des conditions vraiment extrêmes, donc repartir au maquillage au fond de la forêt pour enlever ce point, machin, pas le faire, ça devenait trop compliqué, donc il y avait ce point, mais ce point me travaillait vraiment. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc, c'est débile ce truc, c'est quoi ce point? Donc du coup j'ai dû changer le coup pour trouver un poinçon, pour justifier ce point, parce que je me disais, C'est un raccord c'est très visible, non mais c'était très visible. Et après bon, j'ai coupé le gros plan, machin, donc ça se voit moins, mais sur le coup j'étais obsédé par ça, de justifier ce point qui était là. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait tout le coup de poinçon à la fin pour justifier ce point. Et j'ai revu Taxi Driver des années plus tard, et ça correspond aux impacts de balles qu'il prend en Taxi Driver. Donc je pense qu'Albert, lui, il avait son petit côté. Je sais pas, j'en sais rien, je vais pas le garantir, mais ça m'a justifié, je pense que c'était une balle dans Taxi Driver, il prend des petits impacts comme ça dans le visage. Donc voilà, je me suis dit, peut-être c'était peut-être ça la référence, je sais pas. Et en définitive, en fait, par là, je voulais parler du corps de l'exécutant dans le groupe de gangsters. Ouais. On voit sur le plan en plan vue comme ça, physiquement on le voit appeler le reste du groupe tout au début. Ouais. Donc on sent la dextérité quoi, dans l'action. Et ensuite, il n'est que ce regard là justement. Ouais. Et donc on reconnaît Fouad Benassa, bravo. qui était le corps justement de Va Mourir. Ah bravo, alors là, chapeau. Qui était fabuleux justement, qui avait cette énergie là aussi. Et ouais. Une vivacité. Et en fait, c'est ça, c'est que ça, il fait une batte pour la production, parce qu'il ne veut pas payer un acteur sous un masque, en disant ah, ça va, c'est bon, sous un masque, on prend un cascadeur, et puis basta, il va faire partie du groupe des cascadeurs, et puis t'en prendras un, tu piocheras. Je dis non, il faut que le méchant soit un acteur, il faut qu'il dégage une énergie négative, un scorpion, en fait, j'ai pris comme référence, donc bravo d'avoir reconnu. Justement, il a cette intensité-là, on le voit dans ses yeux, ce regard, il est ultra puissant. C'était merci, parce que pour le coup, ça me fait plaisir, parce que je me suis vraiment battu pour avoir un acteur avec ce prix-là, etc., pour le méchant. C'est un comédien qui a beaucoup accompagné Nicolas, qui a joué dans tous ses films. Voilà.
Combien de temps durait le tournage et le montage, Ah, je m'en si souviens vous vous souvenez? Je m'en souviens plus. Je dirais 7 semaines. Je dirais ça. Et la phase de montage? Ce qui est fou d'ailleurs, parce que 7 semaines à l'époque, c'était peu. Ah bah oui, Euh, Ah oui, Aujourd'hui, c'est beaucoup. Il s'est passé un truc avec le numérique qui a permis de. Il y a un truc qui s'est resserré dans le cinéma français, mais qui est hallucinant. C'est-à-dire que 6 semaines avant, c'était vraiment. Tout mon premier film, je l'ai fait en 6 semaines, c'était vraiment. C'était pas tout petit mourir. film, quoi. Si vous l'avez jamais C'était des vu. tout petits films qui se faisaient en 6 semaines, sinon la norme, c'était on va dire 8, et puis 9 assez facilement, puis 10, 12 pour Téchiné, Blier, enfin ceux qui. Les maîtres, on va dire, du cinéma français tournaient 10, 12, des fois 16 semaines. Aujourd'hui, 6 semaines, c'est la norme. Là, sur le film que j'ai fait avec Lindon, c'est 6 semaines. C'est marrant, ça s'est complètement resserré. Après, il y a peut-être moins d'impact, il y a peut-être moins de choses dans. Non, c'est juste Non, que mais le numérique a accéléré les choses et puis il y a moins d'argent. Non, mais quand je dis il y a moins d'impact, c'est quand enfin, les scènes d'action, ça prend quand même du temps. Les cascades et tout Euh, ça, c'est ben compressible. ouais, mais ça, Il y a du numérique ou du si, 35. c'est compressible. Là, Ouais. franchement, les scènes d'action, on les a fait en une journée chaque fois. Enfin, non, Oui, mais c'est un j'avais temps, droit à 3 impacts de balles. Ouais, c'est Faut pour pas ça que je te les lance rater, là-dessus. quoi. Moi, je suis aussi un peu accessoiriste et donc Ah oui, il fallait je pensais à plein de choses des fois. Ah oui, il avait droit à 3 impacts de balles. Chaque Ouais. fois, 3 impacts de balles. Mais les équipes explosions. cascades, elles avaient des jours en aval. Bah, en c'est amont, leur métier, évidemment. ouais. Parce qu'il y a là, il y a un travail d'entraînement en plus de la journée de tournage. Exactement. Ouais. Mais ce qui est déjà avec Albert, là, je raconte vraiment, c'est vraiment ça qui est génial avec lui, c'est que à un moment donné, je commence à discuter avec les cascadeurs, puis il commence à m'expliquer sur des grenades. Ça s'est construit au fur et à mesure, pendant la prépa, c'était pas écrit tout ça dans le scénario. Et puis à un moment donné, je me dis, ah, ça serait bien qu'à la fin, il prenne feu le personnage, ça serait top. Et donc je vais voir Albert, et je lui dis, bon voilà, j'ai une idée, c'est que peut-être il se traîne dans l'essence, et puis à la fin, il y a des trucs, et il prend feu. Et puis je me dis, il a le droit de me dire non quand même, hein, parce que c'est chaud, quoi. Et sa réponse a été, c'est quoi le record? Ouais, parce qu'en fait, Et le cascadeur lui a dit son record personnel, et Albert a battu son record d'une seconde. Et en fait, si un jour vous voyez le film, c'est comme dans le plan, parce qu'il prend feu, mais c'est Jean qui l'éteint. Dans le même plan, Jean il transpire à grosses gouttes. Ouais. En fait, si vous voyez le film, je donne un petit machin, si vous verrez Albert, il bouge le petit doigt. Pour faire signe à Jean de l'éteindre, en fait. C'est-à-dire C'est le qu'il moment, commence ouais. à avoir très 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 chaud, quoi. Et c'est Jean-Louis qui régulait la scène feu, mon ami Jean-Louis Rolla. C'est lui qui Oui, régule. oui, tout à fait. C'est lui qui avait un record que Ouais. Albert a voulu battre. Oh là là. En fait, ça, c'est quand même des moments incompressibles. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé aussi d'assister à des scènes de. Mettre le feu à quelqu'un, ça prend une Voilà. minute. Hein. Non, mais je veux dire que tout dépend Oui, de comment mais à on un se sent. moment, il faut le faire et le refaire, et Mais ça non, on ne peut pas attend. le Et... refaire. On peut pas le refaire. Ah oui. Ah non, parce qu'Albert, il finissait un peu brûlé. Il a fini. Évidemment, il a battu le record. Donc non, on l'a fait. On l'a fait qu'une fois. On n'allait pas mettre le feu à Ah Albert. bah, ah oui, non, mais je ne sais pas si vous voulez prendre un petit peu l'air, si vous voulez voir le film suivant. Je remercie vraiment Nicolas, Merci. parce qu'en fait, non, je l'ai dit tout à l'heure, et moi j'ai été vraiment élevé à Starflix et à écouter plein de gens passionnants et passionnés qui nous transmettent ça. Moi j'ai l'impression de faire un tout petit peu ça en étant distributeur, et ça me fait hyper chaud au cœur qu'il soit venu pour moi aujourd'hui. Et... Non, parce qu'il fait. On ne se connaît pas beaucoup, hein, mais il fait des projections en hommage à Morricone, à Max Linder. Ouais. Je leur ai raconté que tu étais venu pour aller voir System Hérétique. Et ça vaut le coup, quoi. Oui. D'abord, c'est plein, ça fait plaisir parce que c'est souvent très Non, non, mais en fait, on est sur la même longueur d'onde et ici, au Grand Action aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des ciné-clubs. Et ben écoutez, encore merci d'être Merci venu. d'être J'espère que venu, vous pour- restez pour le suivant et prendre un petit peu l'air. Et il y a des petits cadeaux. Tout à l'heure, je vous ai donné des badges, mais il y a aussi des affiches du film. On peut laisser le sac. Je présente Isabelle, la directrice. Tu restes là, non